Les rues de Strasbourg respiraient encore la liberté en ce matin de mai 1940, mais l'air portait déjà le goût métallique de la peur. Colette Beaumont, 32 ans, professeur de littérature au lycée Fustel de Coulanges, observait depuis la fenêtre de son appartement du quartier de la Petite France les premières charrettes qui quittaient la ville. Les pavés humides reflétaient un ciel gris de plomb, comme si même la nature pressentait la catastrophe qui s'approchait. Les maisons à colombages, ces témoins centenaires de l'histoire alsacienne, semblaient frissonner sous le vent glacial qui descendait des Vosges. Colette serrait entre ses mains une tasse de chicorée tiède, incapable de la porter à ses lèvres tant sa gorge était nouée. Ses cheveux châtains, habituellement coiffés en un chignon strict, tombaient librement sur ses épaules, reflétant le désordre qui régnait désormais dans sa vie. Elle n'avait pas dormi depuis 3 jours, hantée par les images des réfugiés qui traversaient la ville, portant sur leur dos tout ce qui restait de leur existence. Dans la rue en contrebas, une famille entassait des valises sur une bicyclette, le père criant des ordres contradictoires, tandis que la mère tentait de calmer un enfant en pleurs. Les cloches de la cathédrale sonnaient à cette heure, un son qui résonnait différemment ce matin-là, presque comme un glas. Colette savait que tout allait changer, que la vie qu'elle avait soigneusement construite après la mort de son mari pendant la Première Guerre mondiale était sur le point de s'effondrer. Elle pensa à ses élèves, ces jeunes filles qu'elle avait initiées aux merveilles de Balzac et de Flaubert, et se demanda si elle reverrait un jour les bancs de leur classe. La radio crachotait dans le salon derrière elle, alternant entre des messages rassurants du gouvernement et des silences inquiétants qui en disaient bien plus long. Les jours suivants transformèrent Strasbourg en ville fantôme. L'évacuation avait été ordonnée, mais Colette avait refusé de partir. Elle n'était pas seule dans cette décision. Une poignée d'habitants, trop attachés à leurs racines ou trop fiers pour fuir, restèrent malgré les avertissements. Parmi eux, il y avait Georges Muller, le vieux mécanicien dont l'atelier se trouvait près du quai des Bateliers, et Simone Kramer, l'infirmière de l'hôpital civil qui avait soigné la moitié de la ville au cours de sa carrière. Ces trois-là formèrent un noyau de résistance silencieuse, se réunissant chaque soir dans la cave de la boulangerie abandonnée de la rue du Fossé des Tanneurs. L'odeur de levain rance imprégnait encore les murs de pierre, créant une atmosphère à la fois réconfortante et mélancolique. C'était là, entre les vieux pétrins et les sacs de farine moisie, qu'ils écoutaient la BBC sur un poste de radio dissimulé dans un tonneau vide. Les nouvelles étaient catastrophiques. La ligne Maginot, cette formidable fortification dans laquelle toute la France avait placé sa confiance, était contournée par les panzers allemands qui fonçaient à travers les Ardennes comme un couteau dans du beurre. Colette se souvenait des discussions dans les salons parisiens avant la guerre, où les généraux assuraient que la ligne Maginot était impénétrable, que jamais les Allemands n'oseraient l'attaquer de front. Quelle ironie amère que cette arme défensive, cet ensemble monumental de bunkers, de casemates et de fortifications souterraines, soit devenu un symbole d'impuissance face à l'audace de la Blitzkrieg. Si vous ressentez déjà ce frisson dans votre colonne vertébrale, cette connexion avec Colette et son combat silencieux, alors vous savez que vous êtes au bon endroit. Rejoignez ceux qui refusent d'oublier, ceux qui comprennent que derrière chaque grande bataille se cachent des histoires de courage ordinaire. Abonnez-vous maintenant, car ce que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent a bouleversé tout ce que vous pensiez savoir sur la Seconde Guerre mondiale. Le 15 juin 1940, les premiers soldats allemands entrèrent dans Strasbourg. Colette les observa depuis sa fenêtre, dissimulés derrière les rideaux de dentelle que sa mère avait brodés 50 ans plus tôt. Ils marchaient en formation parfaite, leurs bottes claquant sur les pavés dans un rythme mécanique qui glaçait le sang. Les uniformes gris-vert semblaient absorber toute la couleur de la rue, transformant le quartier pittoresque en un décor de cauchemar monochrome. Les drapeaux à croix gammée furent hissés sur tous les bâtiments officiels, et en quelques heures, Strasbourg devint Strasbourg, une ville allemande annexée au Troisième Reich. Ce n'était pas une simple occupation, mais une germanisation forcée. Les plaques de rue furent changées, la langue française interdite en public, et tous ceux qui portaient des noms français furent sommés de les germaniser. Colette Beaumont devint officiellement Colette Aschenberg, un nom qu'elle refusa de prononcer même une seule fois. La résistance passive commença immédiatement. Les Strasbourgeois, qui étaient restés, développèrent un langage subtil de défiance, parlant français à voix basse dans les ruelles étroites, dessinant discrètement des croix de Lorraine sur les murs, sabotant de petites manières le fonctionnement de l'administration nazie. Mais Colette voulait faire plus. Elle voulait frapper là où cela ferait vraiment mal. C'est lors d'une de leurs réunions nocturnes dans la cave de la boulangerie que Georges Muller révéla son secret. Le vieil homme, dont les mains tachées d'huile tremblaient légèrement à la lueur de la bougie, expliqua qu'il avait travaillé avant la guerre à l'entretien des fortifications de la ligne Maginot, notamment dans le secteur de Haute-Alsace. Il connaissait chaque tunnel, chaque issue de secours, chaque point faible et chaque point fort de ces géants de béton et d'acier qui dormaient maintenant dans un sommeil inutile.
Plus important encore, il savait qu'une grande partie de l'arsenal n'avait jamais été utilisée. Les tourelles rétractables armées de canons de 75 mm, les mitrailleuses Hotchkiss, les lance-flammes, les mines, tout cela restait intact dans les entrailles de la terre, protégé par des portes blindées que les Allemands n'avaient même pas cherché à forcer. Après tout, pourquoi s'embêter avec des forteresses vides quand on peut simplement les contourner? Cette négligence était leur plus grande erreur. Simone, l'infirmière, écouta attentivement avant de demander la question qui brûlait les lèvres de Colette. Était-il possible d'accéder à ces armes? Georges hocha lentement la tête, ses yeux bleus délavés brillants d'une lueur qu'on n'y avait plus vue depuis des années. Non seulement c'était possible, mais il connaissait une entrée de service près de Chenambourg, dissimulée dans les bois, que même les ingénieurs militaires français avaient presque oublié. Le silence qui suivit cette révélation fut chargé de possibilités terrifiantes et exaltantes. Le plan prit forme au cours des semaines suivantes. Il ne pouvait pas simplement voler des armes et les cacher dans la ville, où les fouilles nazies étaient constantes et méthodiques. Il devait frapper là où cela compterait vraiment, perturber les lignes de communication allemandes, détruire les convois qui acheminaient hommes et matériel vers le front de l'Est où Hitler préparait son invasion de l'Union soviétique. Colette, qui avait passé sa vie à enseigner la stratégie narrative dans les romans, se découvrit un talent inattendu pour la stratégie militaire. Elle étudia les horaires des trains, les itinéraires des convois routiers, les patrouilles de la Wehrmacht. Elle passait ses journées à jouer le rôle de la professeure soumise, enseignant la grammaire allemande aux enfants du quartier comme l'exigeaient les autorités, mais ses nuits étaient consacrées à tracer des cartes à la lueur d'une bougie, marquant les points vulnérables du réseau de transport nazi. Georges récupérait des informations auprès des cheminots français forcés de travailler pour l'occupant, des hommes brisés qui cherchaient un moyen de racheter leur collaboration forcée. Simone utilisait ses visites à l'hôpital pour écouter les conversations des soldats allemands blessés, qui parlaient librement en sa présence, la considérant comme une simple infirmière inoffensive. Ils sous-estimaient tous la détermination d'une femme alsacienne. L'été 1941 apporta une chaleur étouffante qui transformait Strasbourg en fournaise. Les rues pavées irradiaient la chaleur accumulée pendant la journée, et même la nuit n'apportait aucun soulagement. C'est dans cette atmosphère oppressante que Colette, Georges et Simone entreprirent leur première expédition vers la ligne Maginot. Ils quittèrent la ville avant l'aube, voyageant séparément pour ne pas éveiller les soupçons. Colette avait emprunté la bicyclette d'un voisin et pédalait sur les routes de campagne, son cœur battant si fort qu'elle était ce qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Les champs de blé ondulaient sous la brise matinale, créant des vagues dorées qui auraient été magnifiques en d'autres circonstances. Des fermes abandonnées ponctuaient le paysage, témoins silencieux de l'exode massif. Certaines avaient été pillées, leurs fenêtres béantes comme des yeux vides. D'autres semblaient intactes, comme si leurs habitants allaient revenir d'un moment à l'autre pour reprendre leur vie interrompue. Colette croisa un convoi allemand sur la route principale et son sang se glaça. Elle se força à continuer de pédaler normalement, gardant les yeux baissés comme devait le faire une bonne citoyenne française. Les soldats ne lui accordèrent qu'un regard distrait avant de poursuivre leur route. Après ce qui sembla une éternité, elle atteignit le point de rendez-vous, une clairière près de Chenambourg où Georges et Simone l'attendaient déjà, cachés derrière un bosquet de chênes centenaires. La descente dans les entrailles de la terre fut comme pénétrer dans un autre monde. Georges força la lourde porte métallique qui marquait l'entrée de service. Ses gonds grincèrent dans un hurlement métallique qui sembla résonner dans toute la forêt. Une fois à l'intérieur, ils se retrouvèrent dans un tunnel étroit au mur de béton brut. L'air sentait l'humidité et la moisissure. Georges alluma une lampe à pétrole qu'il avait apportée, projetant des ombres dansantes sur les parois. Ils progressèrent lentement, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Le tunnel s'enfonçait profondément dans la colline, descendant par une série d'escaliers métalliques qui semblaient ne jamais finir. Colette compta 123 marches avant d'atteindre le premier niveau habitable. Là, ils découvrirent un monde figé dans le temps. Les casernes souterraines étaient encore meublées, les lits superposés alignés militairement, les tables de messe où des assiettes attendaient des repas qui ne seraient jamais servis. Des affiches de propagande française décoraient les murs, exhortant les soldats à défendre la patrie. Dans la salle de contrôle, les instruments étaient encore en place, les cadrans indiquant des lectures devenues obsolètes, les téléphones de campagne pendaient inutilement de leurs crochets. C'était un tombeau de l'espoir français, un monument à l'orgueil militaire qui avait sous-estimé l'ennemi. Mais pour Colette et ses compagnons, c'était une mine d'or. L'arsenal se trouvait au niveau le plus profond, derrière une porte blindée que Georges parvint à ouvrir en utilisant un code qu'il se souvenait encore après toutes ces années. La salle était immense, ses dimensions exactes perdues dans l'obscurité au-delà du cercle de lumière de leurs lampes. Des étagères métalliques s'élevaient jusqu'au plafond, chargées de caisses de munitions, de grenades, de mines anti-chars. Dans un coin,
Soigneusement huilées et enveloppées dans des bâches imperméables, se trouvait une demi-douzaine de mitrailleuses Hotchkiss modèle 1914, ces armes redoutables qui avaient tenu les tranchées pendant la Grande Guerre. Plus loin, ils découvrirent des explosifs, des charges de démolition soigneusement étiquetées, des détonateurs, tout ce dont on pourrait rêver pour mener une guerre de guérilla. Simone laissa échapper un sifflement bas. Georges sourit pour la première fois depuis des mois. Colette sentit quelque chose se rallumer en elle, une flamme qu'elle croyait éteinte depuis la chute de la France. C'était de l'espoir, dangereux et enivrant. Ils ne pouvaient évidemment pas tout emporter. Ils sélectionnèrent soigneusement ce dont ils auraient besoin pour leur premier coup, privilégiant la portabilité et l'efficacité. Des explosifs plastiques, des détonateurs à retardement, quelques grenades et une caisse de munitions pour les pistolets qu'ils espéraient acquérir. Ils cachèrent leur butin dans des sacs à dos et des sacoches de vélo, dissimulant le matériel militaire sous des couches de vêtements et de provisions. Le retour à Strasbourg fut encore plus angoissant que l'aller. Chaque kilomètre parcouru avec la certitude qu'un contrôle allemand signifierait leur mort immédiate. Les mois qui suivirent virent la naissance d'un petit réseau de résistance que les Allemands ne détectèrent jamais vraiment. Colette recruta avec une prudence extrême, ne parlant qu'à des personnes dont elle était absolument certaine. Un de ses anciens élèves, Marcel Schneider, qui avait été trop jeune pour la mobilisation mais qui brûlait de se racheter, se joignit à eux. Louise Hartmann, dont le mari avait été fusillé par les SS pour avoir écouté la BBC, apporta sa rage glaciale et son talent pour la falsification de documents. Le groupe ne dépassa jamais 8 membres, mais ils étaient dévoués, intelligents et motivés par une haine profonde pour l'occupant. Leur première opération cible un convoi de ravitaillement qui devait traverser les Vosges en route vers la Belgique. Colette avait identifié un point particulièrement vulnérable sur la route de montagne, un virage serré au bord d'un précipice où les camions devaient ralentir considérablement. Georges et Marcel placèrent les charges explosives pendant la nuit, enterrant soigneusement les fils de détonation dans le sol meuble. Le lendemain, cachés à distance respectable derrière un affleurement rocheux, ils attendirent. Le convoi apparut au milieu de l'après-midi, 5 camions lourds escortés par 2 véhicules militaires. Colette, qui tenait le détonateur, sentit ses mains trembler. Ce n'était plus de la théorie, plus de la planification abstraite. Elle allait tuer des hommes. Peut-être des pères, des frères, des fils. Mais il portait l'uniforme de l'ennemi, il servait une machine qui avait écrasé son pays, et elle ne pouvait pas se permettre la pitié. Elle enfonça le détonateur. L'explosion fut bien plus violente qu'il ne l'avait anticipé. Le premier camion fut littéralement soulevé de la route, basculant par-dessus le garde-fou et disparaissant dans le ravin dans un fracas de métal tordu et de cris terrifiés. Le second camion freina brutalement mais fut percuté par le troisième, créant un enchevêtrement de véhicules qui bloqua complètement la route. Des flammes jaillirent du premier point d'impact, léchant le ciel de langues orangées et noires. Les soldats allemands survivants bondissaient des véhicules, cherchant désespérément un abri, ne sachant pas d'où venait l'attaque. Certains tiraient au hasard dans les arbres, leurs cris gutturaux résonnant dans la vallée. Colette et son groupe restèrent parfaitement immobiles, sachant que le moindre mouvement les trahirait. Ce ne fut qu'après une heure interminable, quand les Allemands eurent finalement évacué les blessés et commencé à dégager les débris, qu'ils purent se retirer lentement, centimètre par centimètre, utilisant la végétation dense comme couverture. De retour dans leur refuge de Strasbourg cette nuit-là, personne ne parla pendant longtemps. Ils avaient franchi une ligne invisible mais définitive. Ils étaient maintenant des combattants, et les Allemands chasseraient des fantômes dans les montagnes vosgiennes. La réponse allemande fut brutale et prévisible. Des affiches apparurent dans toute l'Alsace, annonçant que pour chaque soldat allemand tué par des terroristes, 10 otages civils seraient exécutés. Des descentes furent menées dans les villages suspectés d'abriter des résistants, des familles entières interrogées, parfois torturées. La Gestapo établit des bureaux dans l'ancien palais du gouverneur à Strasbourg, et leurs agents en imperméable noir devinrent une vision commune et terrifiante dans les rues. Colette vécut dans une peur constante, chaque coup à la porte la faisant sursauter, chaque regard d'un soldat allemand lui faisant craindre que son secret était découvert. Mais ils continuèrent. Comment pouvaient-ils s'arrêter maintenant? Chaque convoi qu'ils détruisaient, c'étaient des armes qui n'atteindraient jamais le front, des soldats qui ne combattraient jamais, une petite victoire dans une guerre qui semblait perdue. Leur deuxième opération visa un dépôt de carburant près de Colmar. Utilisant les informations fournies par un cheminot sympathisant, ils infiltrèrent le complexe une nuit sans lune, rampant à travers les champs de betteraves qui entouraient l'installation. Les réservoirs métalliques se dressaient comme des géants endormis, leur surface ronde réfléchissant faiblement la lumière des étoiles. Les gardes étaient peu nombreux et mal organisés, trop confiants dans la soumission alsacienne.
Ils placèrent leurs chars à la base de 3 réservoirs principaux, programmant les détonateurs pour exploser 30 minutes après leur départ. Cette fois, ils étaient déjà à 10 km quand le ciel derrière eux s'embrasa dans une apocalypse de flammes et de fumée noire. L'hiver 1941 fut le plus rude que Strasbourg ait connu depuis des décennies. La neige tombait sans interruption, recouvrant la ville d'un linceul blanc qui étouffait tous les sons. Les canaux gelèrent complètement, et les habitants restant luttaient pour trouver du bois de chauffage et de la nourriture. Les rations imposées par les occupants étaient déjà maigres, et elles diminuèrent encore alors que la Wehrmacht mobilisait toutes les ressources pour l'offensive contre l'Union soviétique. Colette donnait des cours dans un appartement glacial, son haleine formant de petits nuages de vapeur tandis qu'elle tentait d'expliquer les subtilités de la grammaire allemande à des enfants affamés et frigorifiés. La nuit, emmitouflée dans toutes les couvertures qu'elle possédait, elle continuait de planifier. Le réseau avait grandi malgré tous les risques, atteignant maintenant 15 membres répartis à travers l'Alsace. Ils avaient établi des caches d'armes dans 3 endroits différents, toutes approvisionnées par leurs expéditions régulières vers la ligne Maginot. Cette fortification que Hitler avait qualifiée d'inutile, ce symbole de la défaite française, était devenue leur arsenal secret. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque poétique. Chaque fois que les Allemands célébraient leur contournement brillant de la ligne Maginot, chaque fois qu'ils se moquaient de l'arrogance militaire française, ils ne se doutaient pas que ces mêmes fortifications alimentaient une résistance qui leur causait de plus en plus de problèmes. Au printemps 1942, la Gestapo se rapprocha dangereusement. Un des membres périphériques du réseau, un jeune homme nommé François Weber, qui avait été recruté trop rapidement et sans vérification suffisante, fut arrêté lors d'un contrôle routier avec des explosifs mal cachés dans sa voiture. Il tint bon pendant 2 jours de torture, mais le 3e jour, il craqua. Il ne connaissait pas tous les membres du réseau, seulement quelques noms, quelques lieux de rencontre. Mais c'était suffisant pour que la Gestapo commence à tisser sa toile. Georges Müller fut arrêté à son atelier un matin de mars, traîné dehors devant les voisins horrifiés. Simone Kramer disparut de l'hôpital, et personne ne sut ce qu'elle était devenue pendant des semaines. Colette reçut l'avertissement d'un cheminot qui avait entendu les Allemands parler. Elle avait peut-être 24 heures avant qu'ils viennent la chercher. Cette nuit-là, elle brûla tous ses documents compromettants dans la cheminée de son appartement, regardant les cartes et les plans se recroqueviller et noircir dans les flammes. Elle emballa un sac avec le strict minimum, quelques vêtements, un peu d'argent, le médaillon contenant la photo de son mari mort. Elle contempla une dernière fois l'appartement qui avait été son refuge, les livres qui tapissaient les murs, le piano sur lequel ne jouerait plus jamais. Puis elle sortit dans la nuit, laissant la porte ouverte derrière elle, un geste final de défiance. Elle ne serait pas là quand il viendrait. La vie de fugitive était bien plus difficile que Colette ne l'avait imaginé. Elle se déplaçait constamment, dormant dans des granges abandonnées, dans des caves de vignerons sympathisants, dans des refuges de montagnes glaciales. Le réseau était décimé mais pas détruit. Marcel Schneider avait échappé à l'arrestation et coordonnait maintenant les opérations depuis un village reculé des Vosges. Louise Hartmann continuait son travail de falsification depuis Mulhouse, créant de faux papiers pour les résistants et les Juifs en fuite. Ils apprirent avec horreur que Georges avait été exécuté au fort du Struthof, le camp de concentration que les nazis avaient établi en Alsace. Simone avait disparu dans le système concentrationnaire allemand, probablement déportée vers Ravensbrück. Ces pertes déchiraient le cœur de Colette, mais elles la rendaient aussi plus déterminée. Elle ne pouvait pas honorer leur mémoire en abandonnant. Elle devait continuer, elle devait frapper l'ennemi encore plus fort. L'été 1942 apporta une opportunité extraordinaire. Marcel avait intercepté des communications indiquant qu'un convoi majeur traverserait l'Alsace dans 2 semaines, transportant non pas du matériel ordinaire, mais des pièces d'artillerie lourdes destinées au front de l'Est. C'était le genre de cible dont ils ne pouvaient que rêver, mais c'était aussi le convoi le mieux gardé qu'ils aient jamais tenté d'attaquer. Colette n'hésita pas une seconde. Ils le feraient. Les préparatifs prirent tout le temps disponible. Ils retournèrent à la ligne Maginot, cette fois dans un autre secteur près d'Haguenau, où Georges leur avait dit avant son arrestation qu'il existait un cache d'armes lourdes. Ils trouvèrent ce qu'il avait décrit, des mines anti-chars françaises, de gros engins métalliques capables de déchiqueter le blindage d'un tank. Ils en prirent 6, un nombre qui semblait à la fois fou et nécessaire. Le convoi emprunterait la route nationale traversant la forêt de Haguenau, une section relativement isolée mais aussi dangereusement ouverte. Colette élabora un plan en 3 phases. D'abord, miner la route à 2 endroits différents pour diviser le convoi. Ensuite, utiliser les tireurs d'hélice placés dans les arbres pour cibler les véhicules d'escorte et créer la confusion. Enfin, déclencher les mines quand les véhicules principaux seraient dans la zone de destruction. C'était complexe,
Cela nécessitait une coordination parfaite, et il y avait 1000 façons pour que cela tourne mal. Mais c'était leur chance de porter un coup dont on se souviendrait. La nuit avant l'opération, Colette ne put dormir. Elle pensa à toutes les personnes qu'elle avait perdues, à son mari tombé à Verdun 24 ans plus tôt, à Georges exécuté dans un camp, à Simone disparue dans l'enfer nazi. Elle pensa à la France, son pays humilié et occupé, à Paris sous la botte allemande, à tous ses collaborateurs qui avaient choisi le confort plutôt que l'honneur. Elle pensa aussi à ce qu'elle était devenue, cette professeure de littérature transformée en guerrière, cette femme qui planifiait froidement la mort d'autres êtres humains. Avait-elle perdu son humanité? Ou l'avait-elle au contraire trouvée dans cette lutte désespérée pour la liberté? Le jour de l'opération se leva clair et chaud, un de ces matins d'été alsacien où le ciel est d'un bleu profond et où l'air sent la résine de pin et les fleurs sauvages. L'équipe était en position depuis l'aube, 8 personnes dispersées sur 500 mètres de route forestière. Colette avait choisi un poste d'observation sur une petite élévation qui lui donnait une vue dégagée sur toute la zone. Elle avait avec elle les détonateurs pour les 2 mines, reliés par de longs fils soigneusement dissimulés sous les feuilles mortes. Marcel et 2 autres étaient dans les arbres avec des fusils, leur position choisie pour offrir le maximum de couverture. Les autres étaient répartis pour bloquer d'éventuelles routes de fuite et pour déclencher la seconde phase de l'attaque. Ils attendirent. Les minutes s'étiraient interminablement, chacune semblant durer 1 heure. Le soleil monta dans le ciel, la chaleur devint oppressante. Colette sentait la sueur couler dans son dos, mais elle n'osait pas bouger. Un lézard traversa le rocher près de sa main, complètement indifférent au drame humain qui se préparait. Au loin, un coucou chanta. C'était un moment suspendu entre la paix et la violence, entre la vie et la mort. Puis elle les entendit. Le grondement sourd des moteurs diesel transportés par le vent, accompagné du cliquetis métallique des chenilles. Le convoi approchait. Il apparut d'abord comme une ligne sombre dans la perspective de la route, puis les détails se précisèrent. 2 véhicules blindés en tête, hérissés de mitrailleuses, leurs tourelles pivotant lentement pour surveiller les bois de chaque côté. Derrière eux, 4 camions massifs transportant les pièces d'artillerie, de longues formes cylindriques couvertes de bâches que Colette pouvait deviner même de loin. 2 autres véhicules blindés fermaient la marche. Entre les camions et autour du convoi, des soldats à moto, probablement 20 ou 30 hommes au total. C'était encore plus impressionnant que ce qu'elle avait imaginé, et pendant une fraction de seconde, elle fut tentée d'abandonner, de ne pas déclencher le piège. C'était du suicide. Il ne pouvait pas gagner contre une telle force. Mais elle pensa à Georges, à Simone, à toutes les villes françaises qui gémissaient sous l'occupation, à tous les enfants qui grandiraient dans un monde nazi si des gens comme elle n'agissaient pas. Sa main se referma sur le premier détonateur. Le premier véhicule blindé passa au-dessus de la première mine sans la déclencher, comme prévu. C'était le second camion qu'elle visait, celui qui transportait la plus grosse pièce. Elle compta mentalement, attendant le moment parfait, puis elle enfonça le détonateur. Le monde explosa. La mine anti-char française, ce produit de l'ingénierie militaire que les Allemands avaient ignoré avec mépris, fit son travail avec une efficacité terrible. Le camion fut littéralement coupé en 2, sa structure métallique déchirée comme du papier. La pièce d'artillerie qu'il transportait fut projetée dans les airs, tournoyant de manière grotesque avant de s'écraser dans les arbres 30 mètres plus loin. Le bruit de l'explosion résonna dans toute la forêt, faisant s'envoler des centaines d'oiseaux dans un nuage paniqué. Avant que les Allemands puissent réagir, Colette déclencha la seconde mine, ciblant le véhicule blindé de queue. Celui-ci eut plus de chance, la mine explosa légèrement à côté, ne faisant que le retourner sur le flanc dans un hurlement de métal torturé. Mais cela suffit. Le convoi était maintenant coupé en 2, pris en sandwich entre les épaves en flammes. Les soldats allemands se jetèrent à couvert, cherchant des abris derrière les véhicules restants. C'était le signal pour les tireurs. Marcel ouvrit le feu le premier, sa balle atteignant un motocycliste qui s'effondra avec son engin dans un enchevêtrement de membres. Les autres suivirent, leurs coups de feu créant une cacophonie qui se mêlait aux cris des Allemands et au crépitement des flammes. Colette vit un officier allemand tenter d'organiser une défense, hurlant des ordres à ses hommes, pointant vers les arbres d'où venaient les tirs. Il était courageux, elle devait lui accorder cela. Il ne paniquait pas, il tentait de rallier ses troupes. Elle aurait pu l'admirer en d'autres circonstances. Au lieu de cela, elle le regarda tomber sous le feu de Marcel. Le combat dura peut-être 20 minutes, mais il sembla à Colette que c'était à la fois une éternité et un instant. Les Allemands ripostèrent avec la férocité d'hommes acculés, leurs mitrailleuses balayant les arbres, arrachant des branches et de l'écorce, forçant les tireurs français à se plaquer contre les troncs. Un des membres du réseau,
Un jeune homme que Colette ne connaissait que sous le nom de Pierre fut touché et tomba de son perchoir avec un cri atroce qui fut coupé net quand il heurta le sol. Un autre fut pris dans un tir croisé et dut battre en retraite, laissant une traînée de sang derrière lui. Mais les résistants avaient l'avantage de la surprise et de la position. Lentement, méthodiquement, ils éliminèrent la résistance allemande. Le dernier véhicule blindé tenta de forcer le passage à travers les débris, ses chenilles patinant sur les fragments de métal et de sang. Marcel lança une grenade qu'il avait conservée pour ce moment précis. L'engin roula sous le véhicule et explosa, immobilisant définitivement le blindé dans un grincement aigu de métal déformé. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le combat prit fin. Les Allemands survivants, peut-être 5 ou 6 hommes, levèrent les mains en signe de reddition. Colette savait qu'ils ne pouvaient pas les garder prisonniers. Ils n'avaient ni les moyens ni le temps. Elle savait aussi ce que cela signifiait. Marcel la regarda, attendant ses ordres. Elle hocha lentement la tête. Ce qui suivit fut rapide et impersonnel, une nécessité terrible de la guerre clandestine. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'attaque se répandit comme un feu de forêt à travers l'Alsace occupée. Les Allemands imposèrent un couvre-feu strict et lancèrent des rafles massives, mais ils ne trouvèrent rien. Le réseau avait déjà disparu dans les bois et les montagnes, se dispersant comme de la fumée. Colette se cacha dans une ferme isolée près de la frontière suisse, où une famille de paysans risqua sa vie pour la protéger. La propagande nazie qualifia l'incident de terrorisme, promettant une vengeance terrible. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas cacher, c'était l'ampleur de leurs pertes. 4 pièces d'artillerie lourde détruites ou endommagées au-delà de toute réparation, plus de 20 soldats tués, et surtout, leur réputation d'invincibilité écornée. Dans les cafés et les marchés, les Alsaciens murmuraient l'histoire en français malgré l'interdiction, ajoutant des détails, l'embellissant, la transformant en légende. La femme professeure qui avait défié les nazis. La ligne Maginot qui avait eu sa revanche. Les armes françaises qu'Hitler avait méprisées et qui avaient détruit son convoi. C'était de la résistance narrative, aussi importante que la résistance armée. À Londres, la BBC capta l'histoire et la diffusa, identifiant l'attaque comme l'œuvre du mouvement de résistance français, gonflant peut-être les chiffres mais capturant l'essence de la vérité. Pour la première fois depuis longtemps, les Français purent entendre que quelque part, des compatriotes se battaient encore. L'automne 1942 marqua un tournant dans la guerre, bien que personne ne le sût encore avec certitude. Les Allemands étaient embourbés à Stalingrad, saignant leur armée dans une bataille urbaine sans merci. En Afrique du Nord, Rommel commençait à reculer face aux Britanniques. Et en France, la résistance s'organisait, passant de groupes isolés à un mouvement coordonné. Colette fut contactée par des émissaires du Comité français de libération nationale qui voulaient intégrer son réseau dans une structure plus large. Elle accepta à contre-cœur, craignant de perdre l'autonomie qui avait fait leur succès. Mais elle comprenait aussi qu'ils ne pouvaient pas gagner seuls. L'hiver apporta des largages d'armes par la RAF, des parachutes britanniques fleurissant dans la nuit alsacienne comme des champignons géants. Avec ces nouvelles armes vinrent de nouvelles missions, plus audacieuses. Des sabotages de voies ferrées qui déraillèrent des trains entiers. Des assassinats ciblés d'officiers de la Gestapo. Des libérations de prisonniers. Le réseau de Colette, renaissant des cendres de sa quasi-destruction, devint l'un des plus efficaces de toute l'Alsace. Mais chaque succès amenait aussi plus de dangers. La Gestapo intensifia ses méthodes, utilisant des infiltrés, offrant des récompenses astronomiques pour des informations, torturant sans pitié ceux qu'ils capturaient. En mars 1943, la chance de Colette prit fin. Elle fut trahie par quelqu'un en qui elle avait eu confiance, un homme qui avait choisi l'argent allemand plutôt que l'honneur français. L'arrestation eut lieu à l'aube, une douzaine d'agents de la Gestapo encerclant la ferme où elle dormait. Elle n'essaya pas de fuir. Elle savait que cela serait inutile et que cela mettrait en danger la famille qui l'avait hébergée. Elle sortit calmement, les mains levées, et les regarda mettre les menottes à ses poignets minces. Le voyage vers le quartier général de la Gestapo à Strasbourg fut silencieux, Colette regardant défiler le paysage alsacien qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Les champs commençaient à verdir avec le printemps naissant, les arbres bourgeonnaient, la vie continuait indifférente aux drames humains. Les interrogatoires commencèrent le jour même. Ils voulaient des noms, des adresses, des caches d'armes, des dates d'opérations futures. Elle ne leur donna rien. Ils employèrent tous les moyens à leur disposition, la physique et la psychologie, alternant entre violence brutale et fausse gentillesse. Elle endura. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Sa cellule au fort du Struthof était une cage de béton humide où le soleil ne pénétrait jamais. Elle partageait l'espace avec d'autres femmes, des résistantes, des communistes, des juives, toutes condamnées par le régime nazi. Elles se soutenaient mutuellement,
partageant les maigres rations, racontant des histoires pour garder l'espoir vivant, chantant à voix basse des chansons françaises interdites. Le procès fut une farce, comme tous les procès nazis. Colette fut accusée de terrorisme, de sabotage, de meurtre de soldats allemands. Le juge, un homme à la face rougeaude et aux yeux froids, lut les charges d'une voix monotone. Un avocat commis d'office, un Alsacien germanisé qui semblait terrifié d'être là, balbutia une défense sans conviction. Le verdict était décidé d'avance. Mort par fusillade. Colette l'écouta sans émotion visible, mais intérieurement, elle ressentit quelque chose de surprenant. Non pas de la peur, mais du soulagement. C'était presque fini. Elle n'aurait plus à courir, plus à se cacher, plus à vivre dans la terreur constante. Et surtout, elle n'aurait pas à trahir ceux qu'elle aimait, car elle savait que tout le monde avait un point de rupture, et n'était pas sûre de ne pas avoir atteint le sien. L'attente de l'exécution fut étrangement paisible. Elle passa ses derniers jours à écrire des lettres qu'elle savait ne seraient jamais envoyées, des adieux à des amis morts ou disparus, des pensées pour son mari tombé si longtemps auparavant. Elle se demanda s'il y avait quelque chose après la mort, si elle le reverrait. Elle en doutait, mais l'idée était réconfortante. Mais le destin avait d'autres plans. 3 jours avant son exécution programmée, le camp fut attaqué par un commando de maquisards, une opération désespérée qui coûta la vie à la moitié des attaquants mais qui réussit néanmoins à libérer plusieurs dizaines de prisonniers. Colette se retrouva soudain dehors, respirant l'air libre de la montagne vosgienne, entourée de jeunes hommes en armes qui la poussaient à courir alors que ses jambes affaiblies pouvaient à peine la porter. Ils s'enfoncèrent dans la forêt tandis que derrière résonnaient les alarmes et les coups de feu des gardes tentant de reprendre le contrôle. Ce ne fut que plusieurs heures plus tard, cachée dans une grotte humide pendant que les Allemands passaient à quelques dizaines de mètres, que Colette réalisa pleinement qu'elle était libre. Elle pleura pour la première fois depuis son arrestation, de grands sanglots qui secouaient tout son corps émacié. Les hommes qui l'avaient sauvée la regardaient avec embarras, ne sachant pas comment réconforter cette femme qui était devenue une légende vivante de la résistance alsacienne. Leur chef, un jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 22 ans, s'agenouilla à côté d'elle et lui dit simplement « Nous ne pouvions pas vous laisser mourir, Madame Beaumont. Vous nous avez montré comment se battre. » La dernière année de l'occupation fut la plus terrible et la plus pleine d'espoir. Les Allemands, sentant la défaite approcher, devinrent encore plus brutaux. Les déportations s'intensifièrent, les exécutions sommaires devinrent courantes. Mais la résistance aussi se renforça. Les Alliés avaient débarqué en Normandie en juin 1944 et maintenant ils avançaient inexorablement vers l'Est. Colette, complètement remise de son épreuve en prison, reprit son rôle de leader. Elle coordonna avec les forces américaines qui approchaient, fournissant des renseignements sur les positions allemandes, sabotant les communications ennemies, harcelant les troupes en retraite. L'Alsace devint un champ de bataille, chaque village, chaque colline âprement disputée. Strasbourg fut libéré le 23 novembre 1944 par la 2e division blindée du général Leclerc. Colette était là, dans les rues qu'elle avait parcourues pendant 4 années d'occupation, regardant les chars français entrer dans la ville sous les acclamations d'une foule en délire. Des drapeaux tricolores apparurent aux fenêtres, sortis de cachettes où ils avaient été précieusement conservés. Des gens pleuraient, s'embrassaient, chantaient la Marseillaise à plein poumon. Des femmes accusées de collaboration horizontale furent tondues publiquement dans une violence qui reflétait la douleur et l'humiliation de 4 ans d'occupation. Colette observa tout cela avec des sentiments mélangés. C'était la victoire, c'était la liberté, mais à quel prix? Tant de morts, tant de souffrances, tant de cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Après la guerre, Colette tenta de reprendre sa vie d'avant. Elle retourna enseigner au lycée Fustel de Coulanges, retrouvant ses élèves qui avaient grandi trop vite pendant l'occupation. Mais elle n'était plus la même personne, et le monde non plus. Elle avait vu l'humanité à son pire et à son meilleur. Elle avait tué, elle avait survécu, elle avait résisté. Ses expériences l'avaient changée de manière qu'elle ne comprenait pas toujours elle-même. Elle fut décorée de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre, des médailles qu'elle accepta au nom de tous ceux qui étaient morts. Georges Müller, Simon Kramer et tant d'autres dont les noms n'apparaîtraient jamais dans les livres d'histoire. Elle donna des conférences sur la résistance, témoigna lors des procès de collaborateurs, aida à reconstruire une France déchirée. Mais ce qu'elle chérissait le plus, c'étaient les moments tranquilles dans son appartement restauré, quand elle pouvait simplement s'asseoir près de la fenêtre avec une tasse de vrai café et regarder les gens vaquer à leurs occupations dans une Strasbourg libre. Ces moments de paix ordinaire pour lesquels elle avait tant combattu. Les années passèrent. Colette vieillit, ses cheveux devinrent blancs, son corps autrefois vigoureux se voûta avec l'âge. Elle prit sa retraite de l'enseignement en 1958, mais continua à recevoir des visiteurs, des historiens, des étudiants, des journalistes,
tous voulant entendre ces histoires de guerre. Elle leur parlait patiemment, choisissant soigneusement ses mots, essayant de leur faire comprendre non pas seulement ce qui s'était passé, mais ce que cela avait signifié. Elle insistait toujours sur un point. Ils n'avaient pas été des héros, juste des gens ordinaires placés dans des circonstances extraordinaires qui avaient fait ce qu'ils pensaient devoir faire. L'héroïsme, disait-elle, c'était simplement continuer quand abandonner aurait été plus facile. En 1975, quand les dernières fortifications de la ligne Maginot furent ouvertes au public comme sites historiques, elle visita celle de Chenambour, l'endroit où tout avait commencé. Elle descendit dans les tunnels familiers, maintenant éclairés par des lumières électriques, transformés en musées. Des touristes se promenaient, prenant des photos, écoutant des guides expliquer la stratégie militaire et l'échec tactique. Aucun d'entre eux ne savait que cette vieille dame aux cheveux blancs avait utilisé ces mêmes couloirs pour armer une résistance. Aucun ne savait que ces arsenaux abandonnés avaient fourni les armes qui avaient détruit des convois nazis. C'était mieux ainsi. L'histoire se souvenait des grandes batailles et des grands hommes. Elle n'avait pas besoin de se souvenir d'elle. Colette Beaumont mourut dans son sommeil en janvier 1982 à l'âge de 73 ans. Son appartement de la Petite France, celui-là même d'où elle avait observé l'arrivée des Allemands 42 ans plus tôt, était rempli de livres, de souvenirs et d'un petit coffre contenant ses médailles qu'elle n'avait presque jamais portées. Son testament laissait tout à une fondation pour l'éducation des jeunes filles alsaciennes. Il y eut des obsèques modestes à la cathédrale de Strasbourg, auxquelles assistèrent quelques anciens résistants, maintenant eux-mêmes vieux et grisonnants, des officiels du gouvernement et une poignée d'anciens élèves. Un ministre prononça un éloge convenu, parlant de sacrifice et de patriotisme. Mais ce furent les mots d'un ancien membre du réseau, Marcel Schneider, qui capturèrent le mieux son essence. « Elle nous a appris, dit-il d'une voix tremblante, que même les armes les plus méprisées peuvent devenir mortelles entre les mains de ceux qui refusent d'abandonner. Elle nous a appris que la défaite n'est jamais définitive tant qu'il reste quelqu'un pour résister. Elle était notre force quand nous pensions n'en avoir plus. » L'histoire de Colette Beaumont et de la ligne Maginot qui prit sa revanche sur les nazis resta largement inconnue du grand public pendant des décennies. Ce n'était qu'un épisode parmi des milliers dans l'immense tapisserie de la résistance française. Mais pour ceux qui la connaissaient, pour ceux qui avaient combattu à ses côtés, c'était le symbole de quelque chose de plus grand. C'était la preuve que même dans les moments les plus sombres, même quand tout semble perdu, la résistance est possible. Que les armes que l'ennemi méprise peuvent devenir les instruments de sa défaite. Que l'échec peut se transformer en rédemption. Que les femmes peuvent être aussi féroces et déterminées que n'importe quel soldat. Que les professeurs de littérature peuvent devenir des guerrières. Que les fortifications inutiles peuvent abriter des arsenaux de liberté. L'ironie suprême était que Hitler lui-même avait fourni les munitions de sa propre défaite en négligeant la ligne Maginot. En la contournant plutôt qu'en la détruisant, il avait laissé intact un réseau d'arsenaux souterrains que les résistants français exploitèrent jusqu'à la fin de la guerre. Combien de convois furent détruits avec des armes françaises? Combien de soldats allemands tombèrent sous des balles tirées par des fusils que leurs propres généraux avaient qualifiés d'obsolètes? Ces chiffres ne seront jamais connus avec précision, mais ils furent suffisamment significatifs pour que la Wehrmacht, dans ses rapports internes, exprime sa frustration face à cette résistance inattendue utilisant du matériel français. Les historiens débattent encore aujourd'hui de l'efficacité réelle de la résistance française, de son impact sur le cours de la guerre. Certains minimisent son importance, soulignant que les Alliés auraient gagné de toute façon. D'autres argumentent que chaque acte de sabotage, chaque soldat allemand tué, chaque heure de retard imposée au mouvement de troupes nazies contribua à la victoire finale. Mais ces débats académiques manquent peut-être l'essentiel. Pour les gens comme Colette, pour ces Français ordinaires qui choisirent de résister alors qu'il aurait été plus facile et plus sûr de baisser la tête et d'attendre que la tempête passe, la question de l'efficacité n'était pas pertinente. Ils résistaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que leur dignité humaine et leur amour pour leur pays exigeaient qu'ils agissent. Ils résistaient parce qu'accepter passivement l'occupation aurait été une mort spirituelle pire que n'importe quelle mort physique. Et dans cette résistance, dans ce refus absolu de se soumettre, ils préservèrent quelque chose d'essentiel à l'âme française. Ils prouvèrent qu'on pouvait vaincre une nation militairement, occuper son territoire, supprimer ses libertés, mais qu'on ne pouvait pas briser son esprit tant qu'il restait des personnes prêtes à se battre. La ligne Maginot reste aujourd'hui un monument ambigu dans la mémoire collective française. Pour certains, elle symbolise l'échec, l'arrogance militaire, l'incapacité à s'adapter aux nouvelles formes de guerre. Les manuels d'histoire la présentent généralement comme un exemple de pensée stratégique dépassée, un avertissement contre la préparation pour la dernière guerre plutôt que pour la prochaine. Mais il existe une autre histoire, moins connue mais tout aussi vraie, celle d'une ligne de fortification qui, même dans la défaite, servit d'arsenal pour la résistance.
Hitler l'avait qualifié d'inutile, se moquant de l'investissement français massif dans ces bunkers qui n'avaient servi à rien face à la Blitzkrieg. Il ne sut jamais, ou peut-être préféra-t-il ignorer, que cette même ligne Maginot Inutile fournit les armes qui détruisirent ses convois, tua ses soldats et démontra que la France n'était pas vaincue. C'est cette ironie qui aurait plu à Colette, cette revanche posthume de la stratégie militaire française. Les bunkers qui n'avaient pas pu arrêter l'invasion devinrent les cachettes qui permirent la résistance. Les canons qui n'avaient jamais tiré un coup de feu en 1940 furent utilisés des années plus tard par les maquisards. Les mines qui n'avaient jamais protégé les frontières françaises déchiquetèrent des véhicules allemands sur les routes alsaciennes. Si vous êtes encore là à écouter cette histoire, c'est que vous comprenez que le passé n'est jamais vraiment passé, que les leçons de courage et de résistance restent éternellement pertinentes. L'histoire de Colette Beaumont n'est pas seulement celle d'une femme pendant la guerre, c'est celle de chacun d'entre nous face à l'adversité. C'est le rappel qu'on a toujours le choix, même quand il semble qu'on n'en a pas. Le choix de résister ou de se soumettre, de se battre ou d'accepter, de préserver sa dignité ou de la sacrifier pour le confort ou la sécurité. Ces choix ne sont pas toujours aussi dramatiques que ceux auxquels Colette fut confrontée, mais ils sont tout aussi importants dans leur propre contexte. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette connexion avec le combat de Colette, alors laissez un commentaire en écrivant « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Et si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire, un like permettrait à d'autres de découvrir aussi ces récits qui méritent d'être connus. Il y a tant d'autres histoires de courage ordinaire qui attendent d'être racontées, des femmes et des hommes qui ont choisi la voie difficile quand la voie facile leur était offerte. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons une autre de ces histoires oubliées, un autre chapitre de cette grande saga humaine de résistance et de rédemption. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et n'oubliez jamais que l'histoire se souvient de ceux qui refusent d'abandonner.